Bonjour à tous, bonjour Pascal. Bonjour Johan. Nous sommes ici avec Pascal Tomec de Motul pour une émission Un motard, une histoire, une émission spéciale puisqu'on va parler de off-road, un univers que Pascal va nous faire découvrir. Alors ce que je te propose, c'est de découvrir deux disciplines particulières. La première, du sidecar cross, donc c'est du motocross avec un panier, un crossman, un passager qu'on appelle le singe, et donc discipline très atypique. Et ensuite, le super motard, donc une discipline route, tout-terrain, off-road, road, qui va permettre de découvrir, je dirais, quelque chose d'exceptionnel. Bah écoute, tu éveilles ma curiosité. Un motard, une histoire spéciale off-road, c'est parti. Alors Pascal, pour ce Un motard, une histoire spéciale off-road, on est un peu dans l'univers là, mais on va voir qui exactement. Eh bien, ce spécial off-road, je voulais qu'il démarre par une discipline atypique et pas une vieille discipline. Ouais. On va découvrir une famille, la famille Prunier, où le démarrage de ce sport pour le sidecar cross et l'implication est familiale avec le père. Et c'est atypique de A à Z. Ah, effectivement, j'ai l'impression qu'on est à la bonne adresse. Oui, là, on ne s'est pas trompé. Tout le monde est là. Bonjour. Salut. Bonjour, bonjour. Enchanté, Johan. Laurent. Laurent, bonjour. Oui. Bonjour Pascal. Donc là, la famille est au complet. Est-ce que vous pouvez nous resituer un petit peu géographiquement Poitou-Charentes. Où on se trouve? Au cœur du Poitou-Charentes. Ah, c'est parti. Caline, 22 ans. Eh ben, très c'est pas gentille. son âge. Ah non, elle n'a jamais travaillé. C'est le premier cheval avant le reste de la cavalerie, c'est ça? Tout à fait. Voilà. C'est le 101e. 101e. Voilà. Oh, mais il y a du monde là. Je vous présente Zoé en passant. C'est la mascotte? Ah. Aux couleurs du team. Ah, c'est la mascotte. Ah, oui, 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 tout à fait. 20 ans elle aussi. Allez, là. Allez, là. La petite Furette. Ah, c'est moins encombrant comme mascotte déjà. Tout à fait. Ça prend moins de place. Bon, bah aujourd'hui, on est réunis autour d'une belle table, une famille, une histoire. Vous pouvez nous en raconter un petit peu de cette histoire? Johan, tu vas voir, c'est très particulier. Ouais, j'attends. Déjà, ça commence par monsieur qui a fait du sidecar. Moi, je l'ai rencontré sur un terrain en 98. Et moi, j'ai découvert le sidecar comme ça. Et puis, ça s'est enchaîné, on s'est fréquenté. Et depuis, voilà, on est dans le milieu du motocross et du sidecar. Après, il a arrêté. Moi, j'ai dit, bon, on s'arrête, c'est pas grave, il arrête. Et puis, finalement, c'est Kylian qui a repris à l'époque en solo. Parce que son frère, lui, faisait plus du foot. Et puis il a fait quand même quelques années de motocross en mini-vert, en 65 et 85. Donc à un moment, on lui a dit est-ce que tu veux essayer le sidecar? On a proposé à son frère d'essayer. On dit ça marche pas, ça n'est pas grave. Et puis finalement, ça a marché. Mais du coup, tu avais quel âge à cette époque? À l'époque, quand on a commencé, moi, je devais avoir 14-15 ans. Ouais. Donc Evan, je devais avoir 12-13 ans. Ouais, donc vous étiez presque minot, quoi. Ouais, voilà. très jeune. On a commencé sur un petit sidecar, une base, un 150 Honda. Ouais. Et très vite, on s'y est fait, on a pris de l'aisance et très vite, le machin arrivait un petit peu au bout de sa vie, si on pouvait dire, sur les sauts, sur les virages. Ça manquait de puissance, ça manquait d'amplitude sur les sauts, donc on est passé sur une machine au-dessus un peu. Donc le 94, c'est ton idée? Ouais, le 94, à la base, c'est mon idée. En moto, j'avais pris ce numéro-là quand Michel Guerre nous faisait les préparations de moteur au GMT 94, et avec l'aide de Christophe Guillot également à ce moment-là. Et donc, je cherchais un numéro, et en référence à eux, j'avais pris le 94. Puis c'est toujours un numéro qui m'a plu, donc j'ai décidé de le garder en side. Un jour, Christophe m'appelle et me dit, écoute, on a un couple de petits jeunes qui vont bien sur le monde du sidecar. Est-ce que tu peux, dans le cadre de nous aider, nous, de les aider eux également? Je dis, bon, le sidecar cross, à l'époque, on se demandait un petit peu d'où ça sortait. C'était un peu exotique, quoi. Ouais, c'était exotique. Et puis, la manière dont Christophe m'a expliqué, et la jeunesse,
La jeunesse. C'était pas forcément des vieux sitcaristes, c'était des jeunes sitcaristes. C'est pas ce à quoi on s'attend en fait. Ben non, Ouais, ben non. non. Et puis quand on rencontre une famille pareille, on s'y associe, on crée des liens d'amitié. On s'y attache. Ouais. C'est devenu une grande famille. Au fur et à mesure des années, les gens qui sont rentrés dans le team, ça devient une vraie famille. Ouais, c'était peut vraiment un grand groupe d'amis, de connaissances, tout ça. Et maintenant, et ils d'anciens, sont Liés et par la tous, même place. et c'est tous ça. aussi, et des anciens sitcaristes aussi. Ouais, beaucoup. Donc c'est vraiment dans le même milieu, la même pensée, la même envie de progresser tranquillement. Voilà, personne impose, on propose, on discute et on avance à notre rythme. On est toujours les derniers à prendre la décision finale, mais on est là à demander aux copains, de dire qu'est-ce que vous en pensez. Et puis voilà, on a plein de sponsors, des nouveaux amis qui arrivent et ça fait plaisir. Et surtout, il n'y a pas que le côté financier dans le team. Bien sûr. C'est une vraie passion quoi. Oui, Voilà. et puis c'est les relations humaines qu'on découvre, c'est fantastique. Voilà. Mais apparemment, il y a aussi les récompenses, j'ai l'impression. Les récompenses qui commencent Ouais. à prendre un peu Ouais. plus de place. Ouais. Ça a Sans demander, ça vient. Voilà, c'est Et les ça, résultats. Donc C'est on encore a- mieux que de demander. Ouais. Et on peut puis, voir ça. On peut voir, sûr. j'ai commencé à faire un petit bah, c'est endroit super. spécifique pour eux avec tout ce qui peut en découler des courses et des résultats. Bah, à ce moment-là, on va aller voir ça. Et ben, Avec on y plaisir. va. Allez, venez avec nous. Allons-y. Ah oui, quand même. Et on n'est pas chez les amateurs là. Bah là, ici, donc c'est tout le championnat 2017 du Trophée Grand Ouest qu'on a fait. Donc ouais, la plus grosse ici, c'est la coupe qu'on a eue à la fin de l'année, la grosse remise des prix pour justement le titre de champion de Trophée Grand Ouest. D'accord. Voilà, donc, Il y a une année là. voilà, ça c'est une année, ouais. Ça représente combien de compétitions à peu près 9, ouais, 9 en Grand Ouest, on en a eu, il me semble. Après, voilà, on va en avoir en double parce que forcément pilote passager. Alors le truc un peu impressionnant aussi, c'est que comme on est deux, forcément on a les coupes en double. C'est ça la ruse en fait. Hein. Pas de motocross, du sidecar pour avoir tout en double. Ça fait plus impressionnant. C'est pas- Poussière aussi. Ah, ça c'est pas bête Ah, et aussi. le nettoyage, Ouais, c'est ouais. moins rigolo aussi. Et du coup, je crois qu'il y en a d'autres. Ouais, par la suite, là, on a la saison 2019 là-bas, où on a fait, pour notre première saison complète en championnat de France, on a fini 3e. Et on a fait voilà, donc plusieurs podiums 3e sur combien sur une quarantaine d'équipages. Ah, donc une belle performance. Ouais, là. super belle performance, on était les plus jeunes, c'était encore plus de fierté. Ouais, parce que la moyenne d'âge, c'est quoi à peu près dans La moyenne discipline d'âge en France, Ça va ouais, de quel âge à quel âge à peu près ça va de nous 18 ans, Evan qui était le plus jeune, 17-18 ans, jusqu'à une quarantaine d'années. Ah, c'est quand même une discipline où il y a besoin d'expérience quand même. Bien sûr, c'est très technique. Plus on a d'expérience, plus on va être habitué aux réactions du sidecar, donc c'est très technique. Ouais. Et ceux qui ont justement, qui sont plus vieux que vous, est-ce qu'il y a une différence de pilotage entre les plus anciens de la discipline et les nouveaux, j'ai envie de dire, de la discipline? Ouais. Est-ce que vous avez des particularités sur des... Ouais, il va y avoir une bonne différence de pilotage. Après, l'avantage qu'on a, nous, qui se voit de plus en plus, c'est les pilotes qui viennent du solo, qui amènent vraiment un pilotage différent, un choix de trajectoire des fois différent, une approche de la piste, une vision des choses différentes. Et surtout aussi dans les sauts, on va vraiment manier le sidecar différemment. Quelques années en arrière, voilà, tous les pilotes tiraient beaucoup dans les sauts. Maintenant, non, on va essayer d'amortir, faire des impulsions, d'envoyer bien le sidecar en avant, vraiment comme une moto. Et Ouais, comme un solo. voilà, exactement, c'est le pilotage qui a évolué. Et le pilotage a été différent par rapport aux machines qui ont évolué ou c'est tout simplement la discipline qui a changé? C'est un peu des deux, les sidecars ont vachement évolué. Ils ont été beaucoup allégés, ils sont plus courts, plus étroits, ils sont beaucoup plus maniables qu'avant. Et évidemment, avec le pilotage solo, l'évolution, la vitesse, la recherche de vitesse constante, évidemment, le pilotage s'est amélioré comme ça. Ouais. Du coup, c'est plus maniable, mais est-ce qu'il faut être musclé, athlétique pour manier une machine comme ça? Alors, il faut toujours évidemment être musclé, mais moi, je pense qu'il n'y a plus besoin d'être une montagne de muscles comme il y a quelques années, où on va vraiment forcer, où on forçait vraiment comme un bœuf pour sortir le sidecar, parce qu'il était lourd. Maintenant, de manière, ça se voit sur nous, on n'est pas des monstres, c'est principalement, je dirais, de la technique quand même, qui aide énormément. Alors vous êtes peut-être champion en sidecar, mais Johan et moi, on est champion en baby. Vous êtes prêts? Ouais. C'est parti. Allez là! Laisse, Johan, laisse. Oh non!
pâté maison de sanglier qui en général accompagne tous les terrains de cross quand on part en course pour nourrir tout le monde. Attends, le sanglier accompagne tout le monde et vous en avez fait du pâté, c'est ça? Ouais, voilà. Non, on fait en général de la nourriture. Alors tu verras, vous allez manger comme on mange sur un terrain de cross quand les amis sont là. Voilà, c'est à la bonne franquette et bon appétit. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On parle beaucoup des entraînements, mais par rapport à l'équilibre, est-ce que vous allez en cours? Vous faites quoi? Vous avez fait quoi comme formation? Alors moi j'ai fait un bac STI 2D, puis après un BTS, microtechnique, usinage, modélisation 3D, tout ça. Et maintenant je travaille depuis 2 ans. Je suis technicien en bureau d'études. Et donc voilà, j'ai la chance d'avoir un patron qui est très compréhensif sur le sport, qui me laisse, comme aujourd'hui, mes journées comme je veux. Je suis rendu en première année de BTS et j'aimerais pour la suite suivre sur une licence ou pour aller plus loin. Ah oui, c'est pas du tout ce à quoi on peut s'attendre. Hein. C'est quand même... C'est impressionnant. Toi, Johan, comme toi, j'ai eu la même réaction. Quand j'ai vu ce site Carcross, je me suis dit, mais ça n'a rien à voir avec mes pensées. Tout a changé, tout est moderne, tout est d'actualité, tout est beau, c'est quand même un engin off-road très particulier. On est très loin des vieilles machines. Alors les gars, vous êtes jeunes, mais ça a évolué quand ça? Je dirais que ça a évolué. Il y a eu un gros bond en avant quand Daniel Wilhelmsen, je pense, a commencé à créer justement ces châssis. Daniel Wilhelmsen, 10 fois champion du monde. C'est un châssis acier, c'est un seul bloc. Donc le panier n'est pas du tout dissocié. Tout voilà. est Tout est d'un bloc, ouais. Donc c'est entièrement sur mesure. Ouais, c'est ça. Et toi, Johan, où on entend parler depuis de nombreuses années, enfin quelques années quand même, du moteur 4 temps, Ouais. hein, que ce soit en 250 comme en 450, dans le sidecar, ils ont des moteurs 2 temps. Ah oui, effectivement, c'est un 2 temps. C'est plutôt rare, c'est quand même presque désuet maintenant. C'est vrai que c'est de plus en plus rare dans le monde du cross. On voit de plus en plus de 4 temps. Mais pour pouvoir emmener un engin de près de 175 kg, il faut des grosses puissances. Et donc voilà, donc nous c'est un 730 Zabel. Et pour rivaliser avec autant de puissance de temps, si on voulait prendre un 4 temps, il faudrait au moins 1000 cm3. Et il n'y a rien aujourd'hui de fiable, de aussi léger qui existe là-dedans. Sur un 730 cm3, on sort combien de chevaux? On est aux alentours de 100 chevaux. Ah, quand même. 100 chevaux pour combien de kilos? 175. Sans les pilotes. Ouais, sans les pilotes. Et vous deux, vous pesez combien à peu près? À nous deux, on est à peine 130 kg. Donc ça c'est marrant, on a l'impression de voir un wishbone comme sur les planches à voile de l'époque. Ouais, je parle un peu comme les anciens. Et ça sert à quoi en fait? C'est tout simplement une barre pour le renfort, pour que... Je vais venir m'appuyer contre pour éviter de vraiment être tube contre moi. Ça va vraiment m'amortir quand je... Ouais, parce que là ça chauffe, j'imagine. Les bottes fondent un peu. Là, je vois que sur la roue du panier, il y a un pneu ligne, donc un peu route ou tracteur. En fait, c'est qu'il faut absolument faut absolument pas que la roue accroche quand on va glisser dans les virages. Ah, oui. Et elle est gonflée, même assez dure justement. Et du coup, une machine comme ça change tous les combien de temps? Nous, personnellement, là, on la change tous les ans. C'est plus facile à la revente, évidemment, parce que c'est toujours mieux. Et comme ça travaille beaucoup tous les ans, le châssis travaille beaucoup, il y a des fois on va devoir le ressouder. Alors d'un point de vue sécurité, on préfère quand même le changer tous les ans. Et donc même en évitant les clichés, j'aimerais savoir quel est ton rôle en tant que maman et puis en tant que membre du team. Moi, je vais pas noter pendant les courses, les manches. Je vais leur inscrire leur temps, le temps qu'il leur reste, les distances qu'il y a entre celui qui est devant ou derrière, pour que Kylian puisse gérer au mieux sa course et aussi leur repos, leur temps de récupération. Parce que moi, des fois, je me dis, il me faudrait un défibrillateur sur la piste avec moi. Le jour des départs, à chaque départ, je suis pas bien. Tu as toujours peur de la chute, de l'accident. Kylian, là en sidecar, il a perdu un petit bout de doigt sur un accident. T'es pas à l'abri. Le risque, il est là.
Donc moi à chaque fois, voilà, je suis contente quand le dimanche soir on est tous les 4 dans le camping-car et on repart tous les 4. Hervé, Oui. Aujourd'hui ton rôle auprès des pruniers. Team manager, alors ça consiste en quoi? J'ai envie de dire en 2 mots, c'est à la fois peut-être un petit chef de projet, si on peut dire, d'accord? Et puis un petit aussi également peut-être un chef d'orchestre. Sur la détermination, qu'est-ce que toi tu leur apportes sur cet aspect de construction? Une méthode d'entraînement, je pense déjà. Une conception aussi. Enfin, je veux dire, atteindre le haut niveau, ça ne se fait pas comme ça. Il y a des règles à respecter. Et je pense que tu l'as dit, et même dans votre entreprise, c'est pareil. Avant tout, c'est le travail qui paye. On peut avoir du talent. Si on ne travaille pas derrière pour atteindre le haut niveau, pour eux, les gamins dans leur tête, c'est quoi? C'est le mondial. Il faut passer par un titre de champion de France. Pourquoi? Parce que vis-à-vis des partenaires au niveau local, c'est important. Mais eux, sportivement parlant, c'est quoi? C'est le mondial qui compte. Ils se référencent et ils voient tout le temps les meilleurs mondiaux et ils essayent de s'imaginer pour plus tard certainement monter aussi à la place de ceux qui montent sur la plus haute marche. Depuis quelque temps, on voit que la Fédération française de moto s'intéresse donc au sidecar cross. J'en parlais avec Sébastien Poirier, où on échangeait ensemble, où il me disait que c'est important que des catégories qui étaient considérées comme étant vieillissantes sont rajeunies. Et là, ils sont la preuve, l'exemple de cette jeunesse. Et la Fédé, elle a un rôle important aujourd'hui? Bien sûr. On leur parle de haut niveau. Eux ont une structure pour nous aider justement à accéder au haut niveau. On sait très bien que toute discipline commence par la jeunesse. Et si on arrive aujourd'hui à mettre une autre image sur le sidecar qui pouvait être avant celle que les gens avaient en fait, on est plus maintenant, peut-être demain il y a un projet de monter une école de pilotage de sidecar, on ne sait pas. Honnêtement, ça peut être vu. Je pense qu'il faut voir un petit peu plus loin. Il ne faut pas avoir peur de changer les choses. Et je pense qu'avec des jeunes, là, ce ne sont pas les seuls, attention, hein, mais je pense que voilà, il y a certainement une dynamique à trouver, à mettre en place et faire vivre cette discipline autrement et pour qu'elle soit plus connue au niveau du public. On suit au planning d'entraînement qui était prévu. On commence par une petite séance d'échauffement de 20 minutes. Ensuite, temps chrono pour avoir des temps de référence. Et puis, on va voir au niveau des 3 manches. N'oubliez pas, on travaille avant tout le fait d'être propre, le pilotage que vous savez faire et pas de problème. Ok? Allez-y, échauffez-vous. Il y a une période d'échauffement apparemment, puis vous montez en puissance, c'est hyper impressionnant. Et là vous êtes encore à mi-régime, j'imagine? Ouais, les premiers temps, c'est le temps de se chauffer, de se faire au terrain. Surtout que là on est vraiment sur un terrain bien béton, qui change beaucoup par rapport aux dernières semaines qu'on a eues. Donc c'est le temps de trouver ses marques, de prendre ses repères. Et voilà, on met de la vitesse au fur et à mesure, et comme tu as dit, oui, on n'est pas encore à fond. Donc ça va être de trouver les bonnes trajectoires, le bon rythme, et tout se met petit à petit. Comment vous arrivez à vous entendre sur la coordination, etc. Vous avez des signes, vous avez... Globalement, c'est naturel, quoi. Globalement, voilà, depuis le temps qu'on roule ensemble, c'est assez naturel. Après, voilà, il va peut-être y avoir quelques petites corrections ou un saut où il pense au virage d'après où il va sortir un peu trop tôt, comme dans le camel au fond. Donc voilà, c'est plein de petits endroits ou un virage où il revient trop tôt ou pas assez. C'est plein de petits endroits où
où en fait je vais lui redonner des indications en fonction de son feeling et en fonction du mien. Quand vous roulez comme ça, vous arrivez sur certaines trajectoires, c'est toi qui lui dis ou c'est lui qui te dit la trajectoire idéale, ce serait plutôt pour que... La plupart du temps, c'est moi qui vais aller directement dans la entre guillemets bonne trajectoire, selon ce que je ressens. Après, il arrive souvent qu'il me donne une autre consigne, par exemple si dans un virage ça le secoue trop ou il n'est pas du tout à l'aise avec la trajectoire que je prends, il va me le dire. Et dans ce cas-là, soit il me dit une autre trajectoire qu'il a vue, soit je vais rechercher une autre trajectoire pour l'arranger lui. C'est toujours devoir penser aux passagers parce que forcément sans passager ça marche pas, donc il faut toujours y penser. Ouais. Donc à chaque fois que vous faites, vous prenez une direction, c'est jamais le pilote qui la prend seul. Tu es obligé de la prendre avec lui. Oui, forcément. Est-ce que vous avez des codes pour vous comprendre ou c'est vraiment naturel? Globalement c'est naturel. Après certes, c'est vrai qu'on a certains codes, par exemple là comme pour les premiers tours, certains sauts où il comprend tout de suite, je lui fais signe en bas du saut, paf, on va sauter ça. Quand je lui fais ça, il sait qu'on va sauter. Ou même lui par exemple, pendant une manche, il va me faire signe dans des virages de foncer comme ça aussi. On a des petits trucs entre nous et où on se comprend vite. Et l'intercom, c'est interdit en compétition? Non, on n'en a pas, ça non. Vous êtes déjà arrivé d'avoir une mésentente et l'un part à droite, l'autre à gauche ou ce genre de... Ça nous est jamais arrivé, non encore. Non. Vaut mieux pas, je pense. Bah justement, la question de macho à 2 balles en 2021, est-ce qu'il y a des équipages féminins? Ouais, on a un équipage 100% féminin en France, avec Sophie Dubosc et Clémentine Tamoury, qui pilotent en plus très bien, c'est très propre, c'est fluide, c'est très joli à regarder. Et ouais, ça fait plaisir de voir qu'il y a des filles qui s'y intéressent quand même. Je pense que pour que vous puissiez comprendre en fait ce qui se passe, moi je vous dirais, ce qui serait souhaitable, c'est que vous montiez dedans, de le vivre de l'intérieur pour comprendre ce que eux peuvent vivre à ce moment-là sur un terrain. Et vous, ce sera sur une partie plane, mais au moins le vivre de l'intérieur. Sur une partie plane, ok. C'est dans le deal, c'est dans le deal. Bon alors Pascal, là maintenant on rigole plus, je vais t'emmener faire un tour. Tu vas découvrir un peu les sensations au cœur du truc. Allez, il va à droite. Allez, reviens. Voilà. On vient de passer une journée extraordinaire. On a redécouvert une discipline, le sidecar cross. On pensait que ça avait disparu. Là, ça n'a pas disparu du tout. Le niveau est très élevé. J'espère pour vous une belle carrière. Niveau mondial, le mot est important quand même. Donc 3, 2, 1. On est de tout cœur avec vous. Bah, merci. 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 Bon, là, on peut dire que le spécial off-road a commencé fort avec le sidecar. Et tu nous emmènes où maintenant? Là, je vous emmène pour découvrir un personnage du super motard, c'est le cas de le dire, dans toute sa splendeur, qui est Ludovic Luquin. Je pense qu'aujourd'hui, si on veut découvrir une discipline, bien la connaître, pour bien savoir comment l'évaluer, c'est vraiment de rencontrer Ludovic Luquin. C'est un personnage. Ah bah super, parce que c'est une discipline que je connais pas très bien. Bah, ça tombe bien, on va découvrir le spécialiste en la matière. Messieurs, Ludo. bienvenue chez Luquin. Salut Ludo, merci. Ah oui, on est tout de suite dans l'univers là. Tu vois, je t'avais promis un endroit exceptionnel avec un garçon exceptionnel. Ludovic Luquin, connu pour le super motard, mais que moi j'ai connu dans un autre domaine qui était le motocross. D'ailleurs, je vais vous montrer 2-3 petits trucs et vous allez comprendre pourquoi l'histoire Luquin et Avec plaisir. j'ai commencé en motocross. Alors l'emblème de Luquin, elle est là en fait. C'est Lucky Luquin. C'est pour ça que regarde ma mascotte, Lucky Luquin, voilà. Et c'est vieux, donc c'est à partir de là que Luquin a été créé. Donc moi j'ai roulé en motocross. Ça c'est des casques que j'ai utilisés en supercross ou en motocross. Celui-là d'ailleurs,
C'est quelle année ça d'ailleurs? Tu as débuté dans le supercross, dans le motocross? Moi, j'ai été champion de France supercross en 1989. 1900, t'imagines? Après, mon rêve, c'était d'être champion du monde. Maintenant, je n'ai pas atteint mes objectifs pour beaucoup de raisons. Ce qui fait, je pense, aujourd'hui ma force, c'est tous les échecs que j'ai subis en fait. Les échecs que j'ai subis, je m'en sers aujourd'hui pour le supermotard, pour les pilotes, pour la partie sportive. Je m'en sers pour ne pas faire les mêmes erreurs. Donc, je ne sais pas si, par exemple, si j'avais été champion du monde, si je serais capable aujourd'hui de créer la même symbiose et de tirer ces enseignements. En fait, je pense que ça m'est beaucoup utile, ces échecs. Tout ce parcours que tu as pu avoir permet effectivement de regarder, on lève un petit peu la tête et tout autour de limite du plafond, on voit des plaques numéros. C'est ça, il y a pas mal de coupes, il y a pas mal de trophées. Des titres qui ont été gagnés à la force de quelque chose. Donc, exactement, aujourd'hui on a 30 titres en supermotard. Donc je dirais en parlant, parce que nous, les États-Unis, Suisse, Espagne, enfin un petit peu partout, beaucoup en France, les nations, tout ça. Mais c'est le fruit d'un gros travail. Et après, pour réussir ce travail, il faut que j'ai les bonnes personnes en face aussi. Donc voilà. Après, il y a quelque chose de très très spécial ici, c'est que c'est vraiment familial. Et j'ai besoin toujours, que ce soit avec mes pilotes ou avec les gens que je travaille, même mes partenaires, j'ai besoin de beaucoup de proximité. Alors toi qui racontes l'histoire, à la fois ton parcours, je vois que sur un de tes murs de maison, tu as un poster de Monsieur Honda. Donc ça veut dire que l'histoire, tu l'aimes depuis le début quand même. Oui, j'ai quand même une aile tatouée sur le cœur, en fait, l'aile Honda, parce que j'ai lu le bouquin sur l'histoire de Soichiro Honda, en fait. Quelqu'un qui part de rien et qui arrive à quelque chose d'extraordinaire. On voit que ça en fait des plaques quand même, hein. Ça part de 87 à 2020. Et si on devait en choisir une, ou si toi tu devais vraiment choisir la plaque ou les quelques plaques qui t'ont marqué? Alors la plaque, enfin l'année qui m'a le plus marqué, alors il y en a plusieurs. C'est quand même aussi 2009, on a gagné le titre américain, ça a quand même beaucoup. Oui, c'est ça là en fait. Ouais, cette plaque-là, ça. Ama Supermoto. Voilà, elle est gagnée chez les Américains en supermotard. Bon, c'est pas le cross, c'est le supercross, mais c'était toujours un rêve quand même. Et puis derrière, tu vois, les 3 plaques de 2010, en fait, parce qu'il y avait 3 catégories en supermotard, le S1, le S2, le S3. C'est différent maintenant parce que ça a changé, les noms ont changé, mais on a gagné les 3 catégories. Ça correspond à des cylindrées? Exactement. Le S1, c'est le 450. Le S2, avant, c'était le 650 et le S3, le 250. Maintenant, ça a changé. Aujourd'hui, si tu dis je suis champion de S2, c'est 250. Parce qu'il n'y a plus de le S3, c'est devenu la catégorie 125. Alors quand on t'écoute, on voit vraiment la corrélation entre le cross, le supercross et le supermotard. C'est souvent le cas? Oui, parce que c'est quand même souvent des pilotes qui viennent du motocross. Ça reste, à la base, ça reste une moto de cross équipée avec des roues de vitesse. Et le roulage sur l'asphalte, c'est quand même beaucoup plus proche de la vitesse que du cross. Mais ça reste, comme il y a une partie terre, ça reste quand même généralement les pilotes qui viennent du cross qui sont les plus forts en fait. Et justement, par rapport au parcours de crossman, etc., quelles sont les aptitudes qu'il faut avoir en tant que pilote de supermotard? Les aptitudes, si tu veux, il y a beaucoup de choses qui sont quand même similaires. Après, tu sais, la moto, c'est la moto, la voiture, je dirais que c'est du feeling beaucoup. C'est beaucoup de feeling, beaucoup de ressenti. Ce qui se passe généralement, c'est quelqu'un qui vient du motocross, si tu veux. Le problème qu'on a en motocross, et moi j'étais pareil, hein, c'est qu'on a l'impression, comme on fait des gros en saut, on passe des whoops, tout ça, on a l'impression qu'on est un peu plus fort que tout le monde, si tu veux.
Et c'est pas le cas. Je veux dire, quand on revient sur la piste, on se dit bah ça va être facile, c'est tout plat, il n'y a rien. Là, on reconnaît le manager là. Sauf que quand tu arrives un crossman qui arrive sur le goudron, bah, il est un peu perdu parce que c'est pas du tout les mêmes traces, c'est pas inné ce qu'on fait, si tu veux, c'est pas naturel. Nous, on va vite chercher les intérieurs en cross, tu vois, alors que sur la piste, bah, il faut t'écarter pour faire des grosses lignes. Et en fait, moi, je suis persuadé d'une chose, c'est que tous les pilotes de cross devraient pratiquer au moins une fois par mois le supermotard pour apprendre beaucoup de choses, à freiner, enfin beaucoup de feeling et de mise au point des motos. Bah, on voit beaucoup de pilotes de MotoGP prendre du temps pour apprendre les changements d'angle, les trajectoires, de faire justement des supermotards. Oui, le supermotard, c'est pratiqué par l'ensemble du plateau MotoGP. Pourquoi les gens en MotoGP, tu sais, ils sont comme ça, en fait, ils relèvent le plus tôt la moto possible pour avoir plus de surface de pneus au sol et plus de grip, voilà. Et ça, on a testé l'année dernière avec Laurent Fat et on s'est aperçu que on peut quand même accélérer à peu près 1 mètre avant. Donc c'est exactement comme au MotoGP en fait. On se rend compte que le pilotage évolue en fonction de la technique, la technologie, les pneumatiques forcément. Et puis même dans des disciplines comme le supermotard où on pense que ça va être vraiment l'agilité, etc. Finalement, l'école MotoGP et piste est très présente. Oui, oui. Et puis tu sais que tu ne peux pas rouler en MotoGP, ils ont pas le droit de rouler. Donc voilà. Et ce qui se rapproche le plus, enfin ce qui les aide le plus, c'est le supermotard. Et c'est quand même une des rares disciplines qui permet encore de le faire en réunissant un trialiste, un enduriste, un crossman, un pilote de vitesse. C'est quand même le supermotard. C'est la seule discipline qui permet de faire ça. Qui permet de faire ça quand même. Alors moi j'ai une petite question qui me trotte dans la tête. Pour avoir autant de titres, il doit bien y avoir un petit secret de fabrication. Secret, oui et non. Je vais te montrer quelque chose, tiens, tu vas voir, qui va te faire comprendre notre méthode de travail en fait. Ça c'est, tu vois la cible qui est ici. Oui. Ça c'est pas une cible pour s'amuser en fait. C'est une cible pour travailler. En fait, et ça c'est une méthode que j'ai mis au point en 85. Donc ici tout est lié au jeu. Pourquoi? Parce que le jeu, tu veux tout le temps jouer si tu veux. Par contre, si je vais te dire tu vas travailler, tu vas un peu plus tiquer. Si tu mets le jeu dedans, ça te fait travailler plus facilement. Alors comment ça fonctionne? Si tu veux, on joue au 301. Oui. Un jeu qui s'appelle le 301. Tu as le droit de jeter 7 fois tes flèches. Et tout ce qui reste en numéro, tout ce qui te reste en points, c'est ce que tu dois faire en pompe et abdos. Ah d'accord. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on teste un petit peu, voir vos capacités. J'ai l'impression qu'on n'a pas le choix de toute façon. Ouais. C'est l'entraînement. Ouais, ce que vous voulez. Hein. Tiens, je prends le drapeau à damier, comme ça je suis sûr d'arriver au bout. La ligne est là, tu vois, et ton compteur est là, tu as 301 points, donc il faut que tu descendes, sachant que tu as des tripes et tout ça. Allez, allez Pascal. Bon Pascal, ça fait 20 points, je pense que ça fait, si tu t'améliores pas rapidement, je pense que tu vas pomper sévèrement. Je crois que je vais souffrir. Donc Johan, tu comprends mieux la méthode, pourquoi elle est efficace en fin de compte. C'est pas du tout efficace. Allez, Johan. C'est nul. Bon, c'est bien tout ça, mais je pense qu'il y a autre chose à voir ici, non? Tout à fait. Ce que je vous propose, c'est d'aller voir l'atelier et les motos. Avec plaisir. Allez. Je passe devant. Hein. Allez-y. Il y a à boire en bas, j'espère. Voilà, une partie de l'atelier où on range les véhicules, la SMI qu'on emmène à chaque course. C'est immense. C'est quelque chose qu'on a fait vraiment nous-mêmes, hein, une grosse partie, avec mon père qui a beaucoup officié sur tout ce qui est parpaing et tout ça. C'est pour ça que l'atelier, en fait, il porte le nom de mon père, l'atelier Jean-Claude Luquin. D'accord. Et justement, qu'est-ce qui se cache derrière cette porte? Peut-être une partie des secrets que tu veux savoir. Écoute, avec plaisir. Hein. Allez, je vous emmène découvrir. Ah oui, effectivement, le coffre à jouets là.
Alors tu vois Johan, le mot team il prend tout son sens quand tu arrives dans ce type d'endroit. Il y a 2 mécanos là, donc Benjamin, Benjamin il est à l'école de la performance de Nogaro, donc il est en stage ici. Je suis actuellement en stage dans le team Luquin. D'accord. Pour vraiment approfondir tout ce qui est parti sur le terrain de la mécanique et être vraiment au cœur de l'action tout simplement. Et puis Nicolas, voilà. Moi ça fait 2 ans que je suis avec Ludo, avec le team Luquin. Voilà. Et très content, il y a une très bonne équipe. On s'entend tous très bien et en fait c'est ça qui est vraiment le plus important, je dirais, dans une équipe, c'est vraiment qu'on s'entende tous ensemble. Et la moto sur laquelle il travaille, c'est quoi? Ça, c'est la moto de Luca Capone, une 450 CRF 2021. Et puis là, il y a la moto de Kunsit Vongzana. Donc pareil, 450 CRF 2021 fabriquée par Honda. Donc nous, on apporte quand même beaucoup de petites modifs sur les motos. Donc ici, vous êtes tout en Honda, hein? Exact, on est officiel Honda, donc tout est Honda, effectivement. Mais il y a énormément de modifs. Tu me parlais de beaucoup de Made in France? Oui, il y a beaucoup de Made in France. Ça, c'est quelque chose que je tiens quand même vraiment à cœur. Tu vois, par exemple, on a les pneus qui sont Michelin, français. On a tous les cuirs, les équipements, les habits, c'est Ixon, c'est français. Évidemment, Motul, c'est français. Watrol, c'est français. Les freins Béringer, c'est pareil, c'est français. Suspension Boss, c'est pareil, c'est vraiment une belle technologie de suspension. C'est français aussi, c'est de Toulouse. Quand elles arrivent, elles sont en moto de cross. Après, on les démonte, on apporte quand même beaucoup de modifications. Pourquoi? Tout simplement, on peut le voir sur ce genre de moto, c'est que les roues sont quand même beaucoup plus larges que l'origine. On est avec des roues de moto de vitesse, en fin de compte, sur une moto de cross. Il faut adapter les motos pour rouler sur la piste, plus qu'en motocross. Donc tu vois, par exemple, on monte des keychains, parce que la chaîne, sinon, elle touche le pneu. Ça, c'est des protections aussi en cas de chute, parce que sinon, le goudron limerait carrément On prend tellement d'angles que tout touche. Bon, on prend beaucoup d'angles, mais on en prend moins qu'à une certaine époque. Donc après aussi, pour les repose-pieds, ils sont modifiés de façon à être beaucoup plus résistants avec l'asphalte, parce que sinon, on ferait 20 minutes et serait coupé en deux, les repose-pieds. En termes de mécanique, la mécanique moteur, est-ce qu'il y a est-ce que par exemple on modifie l'embrayage ou est-ce qu'on modifie certaines pièces? Alors à savoir que nous en termes de moteur, c'est une spécificité Luquin, hein, parce que voilà, on ne touche à rien au moteur, c'est-à-dire le moteur est vraiment stock à 100%. Il y a juste les cloches d'embrayage qui sont des cloches anti-dribble. Avant le pilotage pur supermotard, c'était arrivé au freinage, on tenait un petit peu l'embrayage de façon à ne pas avoir de dribble. Et ce qui faisait que la roue tournait un peu moins vite, glissait la moto. Maintenant, on a des cloches qui nous permettent de gérer ça tout seul. Tu n'as plus besoin de toucher à l'embrayage. Donc les machines de compète, c'est bien beau, mais je vois que tu as les petites machines là-bas. Alors, je vais vous montrer les 125 CRF. En fait, elles ne sont pas là par hasard. C'est ce qui nous permet de travailler ici sur la piste qui est ici. On travaille beaucoup la partie cross pour apprendre des mouvements sur la terre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les sortir et puis je vais vous montrer tout de suite. Les pilotes vont vous montrer parce que moi, oui, vaut mieux. Je pourrais en faire un tour aussi. On est un peu grand, non? Non. Le team Luquin, il a cette importance. Est-ce que Ludovic est un bon manager? Pour les pilotes, il a des victoires, mais pour... On va le dire hors caméra. Ouais, on va le dire hors caméra. Non, Ludo, c'est quelqu'un très bien que j'ai trouvé très humain, très droit et très honnête aussi. Et ça, c'est vrai que c'est appréciable. Ça permet de faciliter l'intégration et on se sent tout de suite à l'aise en fait. Parce que comme je vous ai dit, j'avais plusieurs propositions de stage en fait, donc j'ai visité d'autres teams, mais j'ai choisi le team Luquin parce que pour moi, c'est ce qui correspond le mieux à l'image de la moto que j'ai au fond de moi, quoi, celle qui nous fait rêver, quoi, tout simplement. Donc là, Ludo, on a fait quand même des kilomètres et des kilomètres parce qu'on est à peu près à 150 mètres de la maison sur ton terrain privé. Oui. Qu'est-ce que ça t'apporte? Pourquoi développer un terrain juste à côté de la maison? Et pourquoi ces machines? Alors déjà, on utilise des Honda 125 CRF. C'est des motos qui ont vraiment très peu de puissance.
Et pourquoi on utilise ces machines? Parce que comme il y a très peu de puissance, on est obligé de garder beaucoup de vitesse en virage. Ce qui nous apprend à ne pas travailler qu'avec le moteur. Et après, tu vois, pour le cas de Luca Capone, en fait, il a tout appris quasiment les bases de la technique motocross avec ses motos, parce que ces motos sont légères et faciles. Et puis on les utilise aussi parce qu'elles ne font pas beaucoup de bruit. Alors toi Ludovic, Johan le disait, donc on est sur un terrain à quelques encablures de la maison. On est à moitié entre le cross, le supercross à domicile. Donc ça te rappelle un peu quelques souvenirs? Ouais, ça me rappelle des souvenirs. Après, il y a une troisième moto et ça arrive régulièrement que je roule avec eux de temps en temps. Maintenant, tu vois bien que j'ai plus la condition de ma jeunesse, mais la technique ne se perd pas beaucoup. Donc on a évoqué un petit peu hors caméra le parcours de Quincy, qui est quand même un pilote qui a un parcours exceptionnel en cross comme en supercross, et là qui se retrouve dans une discipline qui est le supermotard. T'attends de lui quelque chose de... Ouais, après on s'entend bien et je dirais que son parcours motocross, tout ça c'est derrière lui. On a aussi quand même beaucoup de parallèles dans nos carrières respectives. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de similitudes, si tu veux, entre Quincy et moi. Et du coup, on s'entend vraiment super bien et on travaille dans le bon sens, dans la bonne dynamique, si tu veux. C'est vraiment top, quoi. Quincy, le supercross, le cross, un niveau mondial. Et moi, je te regarde tourner sur ce petit circuit et je me dis à quel moment on risque de retrouver un Quincy aussi motivé de prendre un départ qu'à l'époque du niveau Europe mondial en supermoto? En fait, c'est la découverte d'une nouvelle discipline. En fait, je suis quelqu'un de nature très curieuse. Et donc là, je découvre complètement autre chose, même si même encore une fois, ça reste de la moto à la base. La discipline est complètement différente. Le pilotage sur l'asphalte est complètement différent de la terre. Et même s'il y a un mélange des deux, je redécouvre quelque part la moto. Donc c'est ça qui me motive et qui m'amuse aussi en même temps. Parce qu'il ne faut pas oublier que si on ne s'amuse pas, c'est tout de suite moins bien, quoi. Toi, Luca, apparemment, d'après le team manager, les bosses, c'était pas ton truc. Oui, non, ça c'est certain, c'était pas trop mon truc parce que je viens pas du tout du cross, moi, de base. J'ai commencé en supermotard il y a 5 ans d'ici, en fait. T'as un accent belge. Belge. D'accord, tu as tout appris en Belgique? Tout appris, non. On va pas dire tout appris parce qu'on n'a jamais tout appris. Mais on en apprend tous les jours, donc voilà. On a parlé du terrain, on a parlé des motos, on a parlé du staff, on a parlé de plein de trucs. Mais Ludovic Luquin, c'est un personnage. Oui, c'est certain, oui. Ludovic, il nous apprend quand même, surtout pour moi, beaucoup parce qu'il vient quand même du motocross, du supercross. Donc dans tout ce qui est tout terrain, il apprend vraiment pas mal de choses, il a quand même pas mal de vécu. Et il y a quand même 30 titres dans le team, donc ils ne sont pas tombés comme ça, comme par hasard, quoi. Pas du hasard. Voilà. Bon apparemment la relève est assurée, t'es pas prêt de t'arrêter? Je pense qu'il faut aussi dire un petit mot, c'est que c'est bien mieux de voir des jeunes sur un circuit que traîner en ville, quoi. Surtout que on leur apprend les valeurs de la vie et c'est très important à mes yeux. Voilà. En tout cas, moi, je tiens à vous remercier d'être venu nous voir parce que c'est passé un moment agréable. Et puis, comme je t'ai déjà dit, Pascal, ça fait partie de mes priorités, c'est-à-dire avoir un contact humain avec nos partenaires. Donc voilà, ça remplit la mission à 200%. Donc, merci les gars. Merci Ludo, merci pour l'accueil. Avec plaisir. Et puis on compte sur toi maintenant sur les circuits et puis dans ton fameux ranch. Pas de souci. À bientôt. À bientôt. I'm too away from the city. I'm too away for those living here. See the light across the sea.